Bonjour à toutes et à tous. Après avoir appris les différentes bases du langage R, appris à se balader dans une base de données et recoder des données afin de préparer notre base, il est temps de commencer à étudier ces fichues données. Aujourd'hui, nous verrons l'analyse univariée, c'est-à-dire l'analyse d'une seule variable et les différentes représentations graphiques associées, de façon succincte. Comme dans les précédentes vidéos, nous allons utiliser le jeu de données HDV 2003, contenu dans la librairie Questionnaire. Nous allons cette fois commencer par inspecter les données, c'est ce qu'il faut faire. À chaque fois que l'on importe une base de données, il faut vérifier que tout s'est bien passé et regarder les principaux paramètres qu'elle a. Donc on va regarder son nombre de lignes avec l'instruction nrow que vous connaissez déjà. Donc on a bien 2000 lignes, c'est exactement ce qu'on a là. Ensuite on inspecte le nombre de colonnes avec ncol HDV, 20 colonnes, donc 20 variables. Et on peut regarder également les dimensions, ce qui va nous donner normalement la même chose sur une seule ligne. 20, 2000 lignes, 20 colonnes. Maintenant, inspectons les différentes variables que nous avons. Donc regardons ce que c'est. Avec names, voilà, on va avoir tous les noms. C'est une information qui peut être utile. Notamment là, on voit un petit peu de quoi va parler notre base de données. Plus utile encore, l'instruction str qui va nous donner un rapide aperçu des valeurs de ma base de données, des noms de mes variables et du type des variables. Voilà, j'ai pour toutes mes variables leur nom, leur type, donc int pour integer, c'est-à-dire des nombres entiers, factor pour des variables catégorielles et num pour des variables numériques. J'ai également les premières valeurs pour chaque, pour voir un petit peu comment ça se présente, si c'est du binaire, si c'est des chaînes de caractères, c'est quoi comme chaîne de caractères, etc. etc. Je retrouve également mes différentes dimensions. Maintenant que nous avons pris connaissance de notre base de données, nous allons passer à l'analyse d'une variable quantitative. Il existe deux types de variables quantitatives. Les variables quantitatives continues, qui sont des variables qui peuvent contenir un nombre infini de valeurs. Elles sont capables d'avoir n'importe quelle valeur dans une plage de données. Le poids ou le nombre d'heures à regarder la télévision sont des variables continues. À l'opposé, il existe des variables quantitatives discrètes qui ne peuvent contenir que des valeurs isolées et pour lesquelles il est possible donc de faire un effectif par valeur. Ce qui n'a pas de sens d'une variable continue puisque généralement les valeurs seront toutes différentes même légèrement. Pour savoir si une variable est continue ou discrète, il ne faut en général pas se baser sur les valeurs contenues dans la variable mais sur les valeurs qui pourraient être contenues. Il faut réfléchir pour savoir si les valeurs que l'on pourrait mettre sont discrètes ou continues, c'est-à-dire avec une valeur infinie. Mais pour avoir une idée de cela, et notamment quand nos observations sont nombreuses, on peut utiliser la fonction unique, qui va nous permettre de donner les modalités uniques dans une variable. Ainsi, je peux faire unique de hdv âge, et je vois tous les âges disponibles uniques dans, dans mes observations. Je peux faire unique de hdv poids. Là, on voit directement que c'est une variable continue. Il y a autant de poids que d'observations, si on compte les valeurs manquantes, où il doit y avoir quelques doublons, mais c'est extrêmement rare, donc on voit bien que c'est continu. On ne peut pas les mettre chacune dans une catégorie à part. Pour la variable frère et sœur, c'est tout l'inverse. On voit que c'est bien catégorisé, que je peux remplir. On a une dizaine de valeurs pour 2000 variables. On pourra donc faire des bonnes catégories avec. Pour la variable, par contre, heure.tv, qu'on peut illustrer ici, c'est un peu plus flou la fracture. On ne sait pas trop parce qu'à la fois on a quand même assez peu de modalités différentes, mais en même temps on voit que ça pourrait potentiellement être un nombre infini de valeurs. Là on a un nombre fini qu'on peut dénombrer facilement, mais on se doute que ça aurait pu être 0, qu'on aurait pu avoir 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Donc on peut plus considérer que c'est une variable continue plutôt qu'une variable discrète. Donc pour analyser toutes ces variables, qu'elles soient continues ou discrètes, tant qu'elles sont quantitatives, on peut utiliser des fonctions que l'on connaît déjà, que l'on a déjà vues. Donc la moyenne de l'âge. Donc ici, pas besoin de rajouter na.rm égale true puisqu'il n'y a pas de valeur manquante. Mais ça ne fait pas de mal de rappeler que s'il y a des valeurs manquantes, il faut rajouter ce paramètre, sinon ça vous mettra na comme valeur. On peut avoir pour la médiane, voilà, la médiane qui indique à quelle valeur il y a 50% des observations qui sont en dessous et 50% au-dessus. On a la variance avec la commande var, un variance qui mesure la dispersion des variables et qui est l'écart au carré des valeurs avec la moyenne, mais qui est assez peu interprétable vu que c'est au carré. Pour un indicateur plus interprétable, on a SD pour l'écart type,
LDVH qui est lui aussi un indicateur de dispersion, mais beaucoup plus interprétable. On a évidemment la fonction min pour le minimum. On a la fonction max pour le maximum. On a la fonction range qui va nous donner l'étendue de cette variable. Donc on voit que ça va de 18 à 97 ans, les valeurs. On a la fonction quantile qui va nous donner les différents quantiles usuels de notre variable. Voilà, donc 0%, 25%, 50%, 75%, 0%. Donc 0% et 100% étant le minimum et le maximum. Et 25%, la valeur pour laquelle 25% des observations sont inférieures à cette valeur. Je peux décider d'appeler uniquement le premier quantile avec entre crochets le 1, ou le deuxième quantile en mettant entre crochets 2, puisque je rappelle que quand on met entre crochets, on souhaite se déplacer dans notre variable, très important à ne pas oublier. Donc on peut également spécifier les quantiles que l'on veut exactement. Donc par exemple, je peux spécifier avec le paramètre props que je veux le quantile 30%. Voilà. Je peux mettre plusieurs quantiles et pour cela, je vais tout simplement mettre dans un vecteur. Donc dans un vecteur, je vais mettre par exemple 0.40 et 0.67. J'exécute et voilà, j'ai mes quantiles 40% et 67%. Pour éviter d'avoir à faire toutes ces commandes à chaque fois, on peut utiliser la commande summary qui va nous permettre de résumer un certain nombre d'indicateurs. Donc évidemment, comme on l'a déjà vu, je peux le faire sur toute une table, sur toute ma base de données, mais je peux le faire sur une seule variable. Voilà, donc summary va me donner le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne et le troisième quartile, le maximum. Beaucoup plus pratique. Et je peux évidemment, avec les crochets, me balader dans ce résumé. Donc maintenant qu'on sait comment avoir les données formelles, la moyenne, la variance, etc., c'est très utile. Mais il est aussi tout aussi utile, voire même plus, de temps en temps, de pouvoir visualiser ces données sous forme de graphique. Le premier graphique auquel on pense est l'histogramme. Pour représenter un histogramme, rien de plus facile. Il suffit d'utiliser la fonction hist et d'indiquer comme paramètre la variable que l'on veut représenter. Ici, l'âge. Donc j'indique ma fonction hist, ma variable âge, j'exécute et voilà, j'ai un graphique qui se forme dans l'onglet plot de RStudio. Dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur tous les arguments et toutes les modalités que peuvent prendre un graphique pour être amélioré, pour être plus visible, pour être plus joli. On le fera dans une vidéo spécifique, vu tous les points qu'il y a à aborder. Mais là, on va quand même voir les plus fondamentaux d'entre eux. Les titres, renommer les axes, changer un peu la couleur, voilà. Vraiment les fondamentaux. Donc, pour renommer un graphique, rien de plus simple. Je vais dans ma fonction hist, après le paramètre de ma variable, je vais tout simplement indiquer un paramètre main et indiquer le titre que je vais lui donner entre guillemets. Donc ici, histogramme de l'âge. J'exécute et voilà, on voit que mon titre s'est modifié. Je peux faire pareil pour renommer les axes, donc avec xlab pour l'axe des x, donc ici c'est âge, et ylab pour l'axe des y qui est la population. On voit que ça bouge. Voilà, on a modifié nos axes pour les rendre un peu plus lisibles. Vous pouvez voir que je vais à chaque fois la ligne à chaque paramètre. C'est parce que je trouve que c'est plus lisible, notamment qu'on a pas mal de paramètres. C'est plus lisible et plus agréable à lire et à comprendre que quand c'est tout aligné, mais ça après c'est une question de goût et rien ne vous oblige à faire comme ça. Un autre paramètre qui peut être important est le paramètre breaks qui va permettre de changer le nombre de barres qu'il y a sur le graphique. Donc par exemple, si je veux en mettre moins, j'en veux simplement 7, j'indique breaks égale 7, j'aurai uniquement cette barre. On peut donc jouer avec ce paramètre pour augmenter ou diminuer la précision. Ici, je vais par exemple mettre 15. Voilà. On peut également changer la couleur du graphique avec le paramètre col. On peut mettre par exemple cyan. Voilà, j'indique le nom de la couleur entre guillemets. Il y a beaucoup de manières d'indiquer une couleur. On verra ça plus tard dans une vidéo spécifique. Là, voilà, sachez simplement. On peut la changer pareil, hein. Vous mettez juste des noms de couleurs auxquels vous pensez et ça va vous le faire. Il faut juste connaître les noms de couleurs et il y en a énormément. Donc il est impossible de tous les connaître. Vous pouvez rechercher dans l'aide en indiquant help de col, ça marchera peut-être. Et vous trouverez tout ce qu'il y a à trouver. Il y en a des centaines et des centaines de couleurs différentes. On peut transformer ce graphique en un histogramme montrant les proportions.
Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de rajouter l'argument probability égale true. Et ça va nous changer en proportion. Ici, ce n'est plus population, c'est proportion. Une fois qu'on a mis un graphique de densité, on peut également tracer la ligne, la courbe de densité de ce graphique, une fois qu'on l'a construit. Donc pour ça, avec la fonction lines, je vais lui indiquer density. Donc une fonction dans une fonction, la fonction density de HDVH, ça trace. En fait, comment ça marche, c'est tout simplement je veux la densité de ma variable h et après je veux tracer ça sous forme de ligne. Le deuxième graphique que l'on peut utiliser est la boîte à moustache. On va l'utiliser pour représenter la dispersion d'une variable. Pour faire une boîte à moustache, on utilise la fonction boxplot dans laquelle on va mettre la variable à représenter. Voilà. Comment lire ce graphique? Dans les carrés centrales représentent les premiers et troisième quartiles. Donc ici j'ai mon premier quartile, les 25%, et là j'ai la frontière du troisième quartile, 75%. Au milieu j'ai une grosse ligne noire qui représente la médiane. Donc ici j'ai entre 25 et 50%. Ici j'aurai entre 50 et 75. Et entre cette partie inférieure et le minimum, j'ai 25%. Et j'ai 25% ici. On voit la dispersion de la variable et donc on voit que 50% de nos observations sont situées entre plus ou moins 40 ans et environ 60 ans. Passons maintenant aux variables qualitatives ce coup-ci. Pour analyser des variables qualitatives, nous allons utiliser généralement la fonction table, tout simplement. Elle va nous permettre de faire un tree apply et d'avoir un visuel sur nos données. On ne peut pas faire de moyenne ou quoi sur ces variables, donc, enfin pas directement, donc on va faire tout simplement un tree apply, on va regarder combien il y a de personnes dans chaque catégorie. Donc tout simplement, table, hdv occupe, voilà, j'ai ma table avec toutes les modalités différentes dans mon occupation et le nombre de personnes qui sont dans chaque catégorie. Je peux rajouter le paramètre use.na pour mettre les nombres de valeurs manquantes, ce qui peut être important quand il y en a beaucoup. Donc on met useNA égale et on indique entre guillemets always. Voilà, donc j'ai 952 valeurs manquantes dans ma table. Si on veut juste avoir un visuel et pas faire de calcul dessus ou quoi, on va utiliser la fonction pareil summary qui va me renvoyer exactement la même chose. On peut dans la table utiliser le paramètre dparse.level pour indiquer le nom des variables utilisées dans la table. Parce que si on regarde, bah, quand on fait le paramètre de base, on n'a aucune indication sur ce que c'est. Donc quand on va croiser des tables ou quoi, ça peut être gênant. Ou notamment quand on va faire un rapport, ça peut être gênant de ne pas avoir de nom. Donc on va utiliser la fonction, enfin le paramètre dparse.level égale 2. Voilà, ça va nous indiquer le nom de la table. Donc ici c'est hdv occupe. On peut modifier ça évidemment en changeant le nom de la variable. On peut transformer ces tables d'effectifs en un tableau de répartition avec la fonction prop.table qui va prendre une table comme argument. Donc ma fonction prop.table qui va me donner un tableau de répartition en pourcentage. Donc qu'est-ce qu'il va prendre comme argument? Il va prendre une table en argument. Table qui prend lui-même comme argument la variable. La variable qui va être hdv occupe. J'ai ici la proportion de personnes qui exercent une profession. Voilà, j'ai 0,52 qui exercent une profession, donc 52%. Ça, c'est un peu fastidieux à lire, c'est pas agréable. On peut donc transformer ça en pourcentage. Pour ça, rien de plus simple. On va multiplier cette prop.table par 100. Et voilà, ça me donne en forme de pourcentage, le total étant équivalent à 100. Pour les représentations graphiques des variables qualitatives, et également pour les variables quantitatives discrètes, on peut utiliser la représentation en diagramme en secteur, avec l'instruction pie. Donc pie qui va prendre, à l'inverse des précédents graphiques, ces graphiques, on va voir, vont prendre une table comme argument, puisque vu que ce sont des variables qualitatives, on ne peut pas faire directement les calculs dessus. Il faut que ça soit transformé en table. Voilà, j'ai mon graphique qui apparaît déjà avec des couleurs qu'on peut évidemment modifier, qu'on verra ça plus tard. Mais on peut tout modifier dans un graphique. On pourra tout modifier, il faut juste connaître les commandes. Mais on peut tout modifier des couleurs à la police de caractère, la couleur des légendes, la fonction dont la légende est écrite, l'emplacement des légendes, etc. On peut vraiment tout modifier. Ce type de graphique est cependant peu conseillé parce que l'œil humain va mal différencier les surfaces et va préférer comparer des longueurs. Ici, on voit très clairement qu'il y a une majorité qui exerce une profession qui a plus de 50%. Mais quand on veut faire des choses un peu plus précises,
on va avoir du mal à distinguer est-ce qu'il y a plus de chômeurs que d'autres actifs, plus d'étudiants élèves que de retirés des affaires. Ah, c'est pas très clair parce que l'œil humain n'est pas vraiment fait pour analyser des surfaces. Il est plus fait pour analyser des longueurs. On va donc généralement privilégier les diagrammes en bâton et les diagrammes de Cleveland. Pour les diagrammes en bâton, on va privilégier les variables de type numérique comportant un nombre fini de valeurs, donc des variables quantitatives discrètes ou des facteurs avec des nombres. Il y a deux manières de faire des diagrammes en bâton sous R. On peut utiliser la fonction plot appliquée à une table ou la fonction barplot appliquée à une table. Donc plot de table de ma variable frère et sœur, ça va me donner un diagramme en bâton. Alors il faut savoir que la fonction plot, quand elle n'est pas appliquée à une table, va donner un graphique avec des points, un nuage de points. Ici, quand on l'applique à une table, ça va donner un diagramme en bâton. Sinon, la fonction diagramme en bâton, c'est la fonction barplot, qui s'applique pareil à une table. Voilà, donc on a la même chose, mais sous une forme différente. Mais sinon, on a exactement les mêmes informations. Peut-être un peu plus esthétique, la fonction barplot, ça dépend. Mais de toute façon, ces graphiques de base sont assez peu esthétiques. En général, on utilise une librairie qui s'appelle ggplot2 et qu'on verra en détail dans une vidéo consacrée à cette librairie. Pour les autres types de variables qualitatives, donc celles qui ne sont pas des variables numériques comportant un nombre fini de valeurs, on va préférer les diagrammes de Cleveland qu'on va créer avec l'instruction dotchart qu'on va appliquer à une table. Donc dotchart, table de HDV occupe, j'exécute. Voilà. Voilà ce que c'est un diagramme de Cleveland. Donc on va avoir en ordonnée toutes les modalités qualitatives et on va avoir en abscisse le nombre de personnes pour lesquelles ça correspond. Donc on voit qu'il y a environ 200 personnes au foyer dans nos observations, environ 400 qui sont retraités et plus de 1000 qui exercent une profession. Pour être un peu plus lisible, on peut trier la table pour avoir des données triées et croissantes. Donc pour ça, ma fonction de chart, j'utilise l'instruction sort qui me permet de trier une table par ordre croissant, de base, hein, on peut évidemment faire par ordre décroissant, mais voilà, donc sort table de HDV occupe, j'exécute, et voilà, ça m'a trié par ordre croissant. C'est plus facile à lire et c'est un peu plus esthétique. Donc R nous renvoie un avertissement disant qu'il a dû utiliser la fonction as numérique, mais ça n'a pas d'importance, c'est juste un message d'avertissement qui ne va pas du tout empêcher l'exécution. Voilà, maintenant vous savez donc comment mener de façon succincte une analyse univariée. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent manquer pour une analyse vraiment complète et professionnelle, mais là vous avez les bases et si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment rechercher d'autres informations sur ce qui vous intéresse quand vous avez besoin. C'est comme ça que ça marche la programmation. Quand on fait face à un nouveau problème, on va chercher et généralement on trouvera des explications. Surtout à notre niveau quand on débute, qu'on n'est pas extrêmement bon, qu'on n'a pas les années d'expérience, on trouvera généralement tout ce qu'on veut assez rapidement et en français. Voilà. Quant aux graphiques, nous ferons des vidéos spéciales sur les graphiques de base et une autre sur le module ggplot2 afin de voir comment est-ce qu'on peut jouer avec les graphiques et faire vraiment des beaux graphiques bien pratiques comme il faut.